Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram. Une mini-interview qui concernera moins l'histoire de ton dernier livre, Des châteaux qui brûlent, paru aux éditions Verticales, qui est l'histoire de la séquestration d'un secrétaire d'État par des salariés d'un abattoir en liquidation judiciaire. J'avais envie de te questionner sur le projet d'écriture. Comment rendre la multitude des voix rendues à une multitude de personnes comme l'expression d'un peuple qui se réapproprie le langage? C'est une belle question parce que c'est une question compliquée. En littérature, la syntaxe française, la phrase française, elle a été beaucoup modelée par l'apparition du sujet pensant, etc. Donc de quelle manière les pronoms gouvernent le verbe. C'est quelque chose qui est très difficile à défaire, à déconstruire. Et donc très souvent, en fait, dans les romans, les livres, ce sont justement des personnages qui parlent, en fait, des personnages qui parlent ou qui s'expriment ou qui agissent, mais ce sont des individus, en fait. La trace de l'individu, elle est très forte et obligatoirement l'individu, c'est non pas contre la foule, mais c'est compliqué, en fait, ensuite de faire foule. Et donc moi, pendant longtemps, tous mes premiers livres, j'avais toujours un peu la même manière d'aborder la chose, c'était de prendre une voix principale ou un personnage principal et puis essayer de mettre sa voix, son regard sur le monde un peu en déroute. Donc ça se jouait sur un travail syntaxique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la phrase, il y avait des accidents qui étaient des fois des accidents syntaxiques un peu spectaculaires ou des fois un peu plus discrets, par exemple ponctués à contretemps, c'est-à-dire créer des petites embûches dans la phrase pour obliger le lecteur à tendre l'oreille et à se rendre compte que par exemple, là il y a des petites voix qui murmurent, des voix souterraines, des voix mineures. Et puis là, pour ce dernier livre, Des châteaux qui brûlent, en fait, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que je n'inverserais pas la perspective ? C'est-à-dire, au lieu de partir d'une voix individuelle et d'essayer de faire apparaître du collectif ou de la foule à l'intérieur de cette voix, pourquoi ne pas prendre l'inverse, c'est-à-dire partir d'emblée d'une situation chorale et essayer avec de cette situation chorale de montrer un destin commun, c'est-à-dire un dispositif choral, ce sont des voix qui vont s'enchaîner les unes les autres. Donc on pourrait penser que ce sont encore des individus, sauf que si c'est l'ensemble de ces voix-là qui constituent l'histoire, si c'est toutes ces voix-là qui vivent la même aventure et qui ont obligatoirement un regard à chaque fois un peu différent, eh ben je retrouve un peu cette dimension polyphonique, quoi, c'est-à-dire d'essayer d'avoir plein de voix ensemble. Ce truc, ça repose sur deux convictions très fortes. Une, c'est la question de l'égalité des intelligences, c'est-à-dire qu'en fait, quand on laisse du temps à un personnage ou à quelqu'un dans la vie réelle, quand on lui laisse du temps, quel que soit son niveau de culture, d'éducation ou autre, obligatoirement, il finira par approcher ce qui est le fond de son intelligence. C'est-à-dire que certainement que quand on approche quelqu'un avec bienveillance et en lui donnant le temps, certainement, il y a toujours quelque chose de fort qui finit par se produire, en fait. Et donc là, c'est ce que je voulais essayer d'obtenir. C'était en ayant une quinzaine de narrateurs qui reviennent au minimum sur 3 ou 4 chapitres chacun, c'était d'essayer de faire apparaître que même dans celui qui, par exemple, à un moment tient des propos presque à la frontière du racisme, de montrer qu'il y a quand même une intelligence à l'œuvre là-dedans. Pas dans le fait qu'il est raciste, mais dans le fait que sa colère, elle est intelligente. Il y a effectivement quelque chose de pertinent là-dedans. Alors ça prend une mauvaise forme qui est la forme du racisme, mais les raisons pour lesquelles il refuse d'entendre parler de l'Afrique, en fait, elles sont pertinentes. Et donc pour moi, c'était ça tout le travail d'écriture, c'était de rentrer dans tous ces personnages-là, mais aussi de montrer que toutes ces voix fabriquent quelque chose ensemble, ou qu'elles ont quelque chose à fabriquer ensemble. Et donc ça dure sur une semaine. Le début de la semaine, ils arrivent effectivement à être dans cette dimension collective, et puis ensuite, sous le biais des pressions exercées par le pouvoir politique qui veut à tout prix dénouer cette prise d'otage par la police, par les journalistes, le collectif finit par dysfonctionner, quoi. Et donc à la fin, tout ça part en sucette de manière tragique. Mais il y a bien eu ce moment où tout d'un coup, tout le monde comprenait qu'ils avaient quelque chose à fabriquer ensemble. Et ça se joue dans l'accord des voix, dans la complémentarité des regards qui portent tous sur cette situation. La sociologie va vers la compréhension du commun. Actuellement, il y a vraiment des grands courants
Je pense à Christian Laval, par exemple, Anselme Jappe. Est-ce que la littérature, elle a aussi sa place là, dans la compréhension d'un commun qui tente, par des formes un peu toujours différentes, fragiles, d'émerger actuellement ? Ah oui, ça, je suis persuadé que oui. En fait, en réfléchissant, tout d'un coup, je me dis cette chose, alors qui est peut-être fragile, un peu comme toutes les grandes perspectives, à l'âge romantique, tout d'un coup, l'individu a été construit par la littérature, et peut-être la philosophie aussi, mais en tout cas par la littérature, il a été construit d'une certaine manière. C'est-à-dire, il a été beaucoup mis en avant comme une force de résistance, peut-être à l'imbécilité de la bourgeoisie. On voit ça dans le théâtre romantique, on voit ça chez Flaubert ensuite un peu plus tard, etc. Sauf que ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, nous, 150 ans plus tard, l'individu dans la littérature est devenu au contraire cet imbécile bourgeois. Donc c'est ce qui était conçu au départ comme un rempart est en fait devenu la chose elle-même. Et c'est assez consternant. Et je crois que c'est peut-être le signe du triomphe de la bourgeoisie, d'avoir absorbé même les choses qui étaient dressées contre elle. Et que peut-être maintenant la tâche de la littérature, puisque souvent la littérature, elle cherche à fuir les groupes malsains, les groupes morbides, et sans doute aussi à fuir quelque chose qui a à voir avec la bourgeoisie, peut-être que la tâche de la littérature, c'est d'explorer justement cette dimension commune, c'est-à-dire que les pouvoirs politiques ont tellement morcelé la société de manière à ce qu'on n'ait jamais confiance les uns dans les autres, on n'ait jamais confiance dans le collectif, etc., que peut-être il y a quelque chose à tenter de ce côté-là, c'est-à-dire de se dépeindre, de se montrer, nous tous ensemble, comme puissants, souverains, de travailler ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à fabriquer ensemble. Pas sur le plan de l'idéologie où tout d'un coup tout le monde doit se fendre dans un groupe, mais au contraire on reste des individus, mais quand même on a évidemment un destin collectif aussi. Et certainement que ça passe par la description, c'est-à-dire pas par l'idéologie, mais par la description des choses, c'est-à-dire comment telle ou telle petite communauté, tel ou tel petit groupe arrive à se fédérer pour faire quelque chose. Raconter ça, montrer ça. Et je pense que oui, ça c'est une magnifique ambition pour la littérature. Ouais. Encore une fois, j'insiste, c'est pas un truc idéologique, je dis pas ça depuis une position idéologique, je dis ça vraiment depuis une position esthétique, c'est-à-dire à force de ne faire toujours que le même type de livre, grosso modo, parce qu'il y a des milliers d'exceptions, mais grosso modo de faire toujours le même type de livre, est-ce qu'on ne fait pas que obéir aux formes convenues, quoi ? Est-ce qu'on ne fait pas que décrire le monde tel qu'on nous dit qu'il faut le décrire ? Par exemple, cette idée qu'une foule est toujours stupide, grégaire, barbare, etc. Ça, c'est dans la politique partout, tout le temps, mais c'est aussi tout le temps dans la littérature ou dans les conversations des gens. Le groupe est toujours violent, toujours à craindre, toujours... non. Non, suffit d'aller dans une manifestation sauvage, vous verrez le degré d'intelligence qui s'exprime, qui circule dans les tags, dans les graffitis qui sont hyper drôles, qui sont hyper lucides, dans la joie d'être ensemble, c'est des choses magnifiques, ça, et ça n'a rien à voir avec le côté barbare qu'on veut nous faire croire. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.